Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell où aujourd'hui je reçois Adrien Toiti. Salut Adrien. Bonjour à tous, enchanté. Alors Adrien, aujourd'hui on te connaît par l'aventure Manager One, mais moi je t'ai rencontré la première fois, tu étais chez GoProd, qui était une filiale d'Iliad, donc ça remonte à très longtemps. Je vais te laisser te présenter et revenir un petit peu sur ton parcours, puis on rentrera dans le cœur de cette interview Scale to Sell. Ouais, bah écoute, effectivement, GoProd, ça a été une de mes premières aventures entrepreneuriales, même la première. Je finis mes études, une école d'ingénieur qui s'appelle l'EFRAY, et dès la fin de mes études, je me dis que je vais monter ma boîte. À ce moment-là, je ne savais pas précisément ce qu'allait faire cette boîte, hein, très honnêtement. Et je ne savais pas non plus comment la financer. Donc je m'adresse au fondateur d'Iliad et je lui demande un peu d'argent pour embaucher mon premier salarié. Un certain Euh, Xavier Niel, on est un d'accord? certain Xavier Niel, ça se fait en 24 heures. Il me dit, bah, descends récupérer un chèque à l'accueil demain. Donc je vais récupérer mon chèque. J'ai un peu d'argent sur le compte en banque pour embaucher mon premier salarié et on démarre GoProd. On est deux, un designer qui s'occupe de tout ce qui est ergonomie et un développeur, moi à l'époque, pour faire le développement de toutes les idées qui nous passent par la tête. Et en l'occurrence, en 2009, parce que ça a 15 ans maintenant cette aventure, on faisait le portail abonné free, la console client, une petite application qui s'appelait Frigo, un moteur de recherche pour enfants, un contrôle parental. Donc plein de choses, plein de développements. Euh, et finalement, on était ce qu'on appelle aujourd'hui une agence de développement, tout simplement. Euh, et très vite, je comprends que ce métier d'agence, il rapporte beaucoup d'argent, parce que la réalité, c'est que les agences, ça rapporte pas mal d'argent en le développement web, mais c'est du travail, entre guillemets, qu'on va jeter. On va faire une prestation et on va passer à une autre prestation. On valorise pas du tout le travail qu'on fait, au-delà de la facture qu'on émet. Et donc l'idée, ça a été très vite de dire, bah, c'est quoi la next step avec tout ce qu'on a pu faire au sein de chez Iliad autour de l'univers télé. Essayons de mettre tout ça dans notre propre application et c'est comme ça qu'on enchaîne de GoProd à Recatch en 2011, fin 2011, début 2012, en créant une application télé et en récupérant une marque qui s'appelle Télé Loisirs, que pas mal de D'accord. monde connaît. Et c'est comme ça qu'on passe du métier d'agence en 2009 au métier de start-upper en 2012 en créant cette application brandée Télé Loisirs. Pourquoi Brander Télé Loisirs? Parce Parce que qu'en tant qu'agence, vous les aviez démarchés ou c'est eux qui sont venus vers toi? alors, moi, je m'apprêtais à lancer une application mobile qui s'appelle Recatch. À l'époque, on n'avait pas tous ces principes de replay, de catch-up, etc. Et chez Free, on avait mis en place tout ce qui est enregistrement à distance de la télé, enregistrement simplifié de la télé, télécommande via le mobile, recommandation de programmes. Et donc, je me dis, on va faire cette application universelle qui se plug à tous les opérateurs. Et au même moment, j'ai quelqu'un de chez Prisma Media qui s'appelle David Berebi qui me contacte et qui me dit, bah, on a une application qui s'appelle Téléloisirs et on t'a identifié comme la personne qui est susceptible de rajouter pas mal de services à valeur ajoutée, pas mal de fonctionnalités dans Téléloisirs. Téléloisirs à l'époque était une toute petite application. Euh, le leader sur le marché c'était Télé 7 jours à l'époque. Et en rajoutant toutes ces fonctionnalités, en l'espace de 6 mois, ça devient une des applications françaises les plus utilisées quotidiennement. Il y avait des pics le soir à 19h45, 20h de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Ça, c'est quelque chose que je ne referai jamais. Mais je crois que j'ai vu certains soirs 800 000 personnes connectées au même moment sur la même app. Un truc de fou. Et donc, ça a été une opportunité, c'est-à-dire une marque forte et mon produit. Et on a dit, banco, on va faire le choix d'aller sur une marque forte et s'appuyer sur un groupe média puissant et en mettant la techno derrière. Et je pense qu'avec le recul, c'est de loin ce qu'il y a de mieux à faire. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les marques sur le marché français sont vachement fortes. Les gens sont très attachés aux marques. Je peux t'en citer une autre, Allociné. Allociné, c'est pas le meilleur produit qui existe, hein, franchement, sur le marché. Mais en termes de marque, c'est super fort. Aujourd'hui, tu veux te lancer sur une appli ciné, bah accroche-toi, hein. Avant de réussir à avoir un peu d'audience, ça va être super compliqué. Donc, tu peux pas t'amuser à lancer des produits sur le marché français si t'as pas la bonne marque et le bon produit.
Et c'est le choix qu'on a fait au moment de se lancer sur Télé Loisirs. Et du coup, c'est une application qui n'a été disponible qu'en France ou tu as cherché à faire de l'international? Ça a été disponible qu'en France sous la marque Télé Loisirs. Et très rapidement, on s'est dupliqué, déployé dans d'autres pays avec d'autres marques fortes. Parce que Prisma avait d'autres marques en Europe. Parce que c'est une boîte qui appartient à Bertelsmann. Bertelsmann, c'est un groupe média super puissant partout en Europe. Et donc, on avait déployé trois, quatre marques. En Allemagne, je crois que ça s'appelait Stern TV. En Autriche, j'ai plus le nom en tête. Je vais pas dire de bêtises. Je vais pas froisser les Autrichiens qui te regardent. Euh, et Quelques on Autriches. avait, on avait lancé, je crois, aussi en Espagne. Donc, bref, on reprenait le produit qu'on avait en France et on mettait la marque correspondante aux différents pays européens dans lesquels Bertelsmann était présent. Et du coup, pour développer cette application, derrière, il y a eu un partenariat stratégique et une prise de participation. Ça s'est passé comment? Non, on a démarré seul. On était éditeur et on facturait Prisma Media pour les services qu'on rendait. D'accord. Donc, on était finalement pas si loin du métier d'agence qu'on avait quitté, parce que la réalité, c'est qu'on avait récupéré une marque et on avait créé notre produit, mais on facturait une licence annuelle à Prisma Media pour le produit qu'on réalisait, plus les nouveaux développements, plus par la suite la récupération d'autres marques au sein du groupe Prisma. On est devenu éditeur des applications Voici, Gala, VSD, Géo, etc. Donc tout ce qui existe chez eux. Mais c'était de la pure licence en fonction de résultats, en fonction de l'audience, etc. Donc, un partage effectivement de résultats communs. Ouais, Et du coup, en fait, Recatch, l'equity story après, c'est quoi? C'est Prisma qui l'a racheté? C'est c'est passé comment? ça. Recatch Equity Story, c'est que c'est une structure qui s'est lancée en 2011, qui n'a jamais fait appel à 1 euro de financement, qui dès la première année faisait du bénéfice, beaucoup de bénéfices, un beau résultat net, et qui avait 90% de son chiffre d'affaires qui provenait de Prisma Media. Donc le sens de l'histoire, c'était d'être racheté par Prisma Media. On avait eu une proposition de rachat par un concurrent de Prisma, mais qui était juste là dans l'optique d'embêter Prisma. Ouais. Et nous, c'est pas notre mode de fonctionnement. Donc on a dealé avec Prisma Media et on a revendu la boîte il y a presque 10 ans maintenant, le 1er avril 2015. Tu avais associé, des collaborateurs au capital de cette boîte ou tu étais parti tout seul? J'ai créé la boîte tout seul et après j'ai filé des parts à trois quatre personnes. Grosso modo, dès qu'on est rentré dans les discussions de rachat, euh, j'ai fait en sorte qu'ils aient des parts pour toucher un peu d'argent pour les remercier de l'aventure qui a été réalisée. Mmh. Il y avait combien de personnes au moment où vous avez vendu? De salariés, Ouais. on devait être une quinzaine de salariés Ouais, dans donc une Recatch. une belle une belle équipe et tout pour une application mobile. Ouais, c'était principalement du développement mobile et Mmh. quelques développeurs back-end Ouais. pour alimenter toutes ces applications mobiles comme il faut. Heu, J'avais une question qui me venait mais que j'ai perdue, ça arrive toujours. Mais du coup, toi, tu es resté, combien de temps après la vente au sein de Prisma? Pas longtemps, pas longtemps. J'ai très vite compris qu'un groupe de 1200 personnes versus une startup de 15 personnes en termes d'agilité, ça allait pas m'amuser. D'accord. La lourdeur du groupe en question m'a vite saoulé. Et ça, je leur ai fait comprendre, hein. Donc, je pense que je suis resté entre 12 et 18 mois C'est chez déjà Prisma. beaucoup. Ce qui est déjà pas mal. Et au bout d'un an, véritablement, j'avais des envies d'ailleurs et de recréer un projet à part entière. L'idée du compte bancaire en ligne pour les professionnels me trottait dans la tête depuis, à mon avis, 2013, 2014. Euh, voilà, mais je savais pas comment le faire, à quel moment, et la vente et cette possibilité de partir à de nouvelles aventures a déclenché l'opération. Il y avait eu des rumeurs de Free Bank. Tu aurais pas été tenté de lancer une banque pour le groupe Free? Il y a eu des rumeurs de Freebank, ce qui a accouché finalement sur Spencer. Il y a de 78, leur capacité de faire de l'acquisition sur les paiements.
Il y a un des enfants de Xavier qui a une start-up dans le paiement différé, D'accord. c'est-à-dire l'opérateur qui paye à la place du client et après il rembourse en plusieurs mensualités. J'ai fait des propositions à Free pour avancer sur un produit bancaire, sachant qu'il y a plein de pros chez Free qu'on pourrait équiper facilement et rapidement, mais c'est pas dans l'ordre à l'heure du jour chez eux, clairement. Mais c'est ce que je disais plus tôt. Si tu as une belle marque et un bon produit, ça peut être vraiment très sympa. Et du coup, la jeunesse de Manager One, elle est venue comment? Et c'est quoi Manager One aujourd'hui? La genèse est simple, hein. J'ai créé plusieurs boîtes, j'ai participé à plusieurs levées de fonds et à chaque fois c'est chaotique. Tu veux créer une boîte, on va te demander tout de suite un business plan et des informations alors que tu veux juste un compte pour opérer. Tu participes à une levée de fonds, t'envoies des fonds, t'as aucune visibilité, c'est très compliqué. Tu fais une augmentation de capital, c'est très compliqué. Euh, et finalement, tout ça mis bout en bout, je me suis dit mais pourquoi on va pas créer une expérience utilisateur pour le compte bancaire aussi simple qu'un télé loisir finalement. Euh, et ça part de là. Et donc, je me dis, mais comment on fait pour créer un compte? Comment on fait pour créer une banque? Et là, les complications arrivent. Mon premier réflexe, c'est d'aller voir la BNP, là où j'ai mes comptes, et de leur dire, bah écoutez, moi j'ai un super produit, il ressemble à ça. J'aimerais le mettre au-dessus de chez vous pour que l'expérience soit vraiment canon. Et là, ils me disent, mais il nous faut 36 mois pour intégrer cette idée à notre roadmap, donc ça va pas être possible. Après, je vais voir HSBC. HSBC, je comprends que ça va être tout aussi long. Et je me dis, bon, bah, soit je vais m'associer avec une toute petite banque, soit je m'adosse à une solution de banque as a service, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et surtout, ça offrait pas toute la latitude de service bancaire que je voulais offrir à mes clients. Ou bien j'arrête. Et donc, je me dis, on va aller explorer les petites banques, les petites banques familiales et indépendantes qui restent. Et je peux te dire qu'il en reste plus beaucoup en France, hein. Ah Euh, oui, euh, Ils sont cinq. Et donc, je regarde les cinq en question. Il y en a une qui est dans le sud de la France. Bon, je me Martin dis, Borel, oui, aussi. voilà. Je pensais à Bami. Oui aussi. Voilà. Martin Morel, je les contacte et ils me disent, ton projet est super, mais il nous intéresse pas pour la simple et bonne raison qu'on est en train de fusionner. Je vais, ah, avec qui? Bah, avec Rothschild. Bon, bah, j'élimine Rothschild aussi. Donc, en gros, il me reste de l'UBAC, Bami et la banque Wormser. Euh, bon, comme je t'ai dit, le Pays Basque, c'est pas à côté. La banque Wormser, il me restait la banque Wormser et de l'UBAC. Je connaissais pas du tout la banque Wormser. La de l'UBAC, je savais que c'était la banque pour les sociétés qui vont mal. Et il se trouve que un de mes proches connaissait le président de la banque Wormser. Et l'aventure commence comme ça. J'ai un rendez-vous avec Alain Wormser et son fils Marc Wormser. Je leur expose le projet et ils me disent, bah, on est moins opérationnel dans un projet qui s'appelait Lendix October, parce qu'ils ont participé à la création de ce projet. On a un peu de bande passante pour t'aider sur ce projet Manager One et tu peux t'appuyer sur nous pour toute la partie de tenue de compte. Et l'aventure commence comme ça. Et du coup, le produit Manager One, tel que tu l'imagines, c'est quoi à ce moment-là? L'offre de base et le truc le plus simple et le plus évident, c'est que tu as un compte bancaire et en face de chacune de tes opérations, tu peux mettre un justificatif. Ça, c'est la base pour un entrepreneur, pour un pro, pouvoir justifier chacune de ses opérations facilement. Il n'y a rien de plus chiant que d'arriver à la fin du mois et que ton comptable te dise, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le justif, il est où? Et là, tu te retrouves à sortir une boîte avec 150 justifs ou aller chercher à gauche, à droite où est le justif. Alors que le point de départ pour un entrepreneur, pour un professionnel, c'est je paye, je justifie, je passe à autre chose. Et j'ai pas besoin de revenir un mois après sur une opération et devoir me soucier de ce que c'est. On a eu un contrôle, URSAF. J'ai donné accès à mon compte bancaire. La fille m'a dit, mais c'est la première fois qu'on me donne un accès à un compte. Je fais, oui, mais nous, on n'a rien à cacher, on est transparent, tout est justifié. Et donc, c'est pratique pour tout le monde. Tout le monde gagne un max de temps. Mon comptable gagne du temps. Moi, je gagne du temps. Et en cas de contrôle, tout le monde gagne du temps. Voilà. Donc, le postulat de départ, c'est je paye, je justifie. Et à partir de là, on a été créer plein de fonctionnalités. On a été créer des fonctionnalités autour de la carte de paiement.
On est super fort sur la carte de paiement. On a probablement la carte de paiement la plus avancée en France, voire en Europe, voire au monde, parce qu'on a été créé plus de 50 fonctionnalités sur la carte. Aujourd'hui, quand tu mets à disposition des moyens de paiement de tes collaborateurs, bah déjà, tu es un peu en flip. Parce que tu te dis, ils vont frauder. Ah, le commissaire aux comptes n'aime pas ça déjà, hein. Et donc, quand t'es pas en flip, bah, ton problème, c'est la rigueur. Tu dis, putain, il va pas me donner mon document. Bah, nous, on a été créé deux fonctionnalités dès le départ, c'est de dire, bah, t'as des plafonds, c'est bête, mais c'est quand même vachement utile de pouvoir mettre des plafonds, de pouvoir les gérer en temps réel, de pouvoir les gérer par jour, par semaine, par mois ou par année. Tu peux gérer un budget annuel comme ça facilement. Ok. Tu peux gérer des plafonds par catégorie de dépenses, dire bah, toi, tu as le droit à 300 euros de resto par mois, toi, tu as le droit à 150 euros d'essence, toi, tu as un budget 1500 euros de transport, etc. Donc déjà, si tu peux gérer tous tes budgets facilement, c'est super. Et après, on a mis le justif obligatoire après un paiement. Ça veut dire quoi? Tu payes, si tu justifies pas, la carte ne marche plus. Ça oblige tout le monde à être super rigoureux et tu rétablis aussi la confiance. Voilà. Tu as une traçabilité totale sur le paiement. Tu vas pas te donner une carte de paiement qui débite ton compte, que tu vas rembourser, que tu vas justifier à la main, etc. En fait, la carte différée des banques tradies, ça c'est complètement obsolète. C'est justement des trucs comme ça qui génèrent de la fraude parce que tu n'as aucune visibilité sur les paiements que tu réalises. Et du coup, en fait, ton concurrent, c'est presque Amex avec ses cartes à faire. Ah, moi, je suis pleinement en concurrence sur les produits de carte affaires Amex et des banques tradies, clairement. Je suis clairement en concurrence avec tous ces nouveaux pure players, Spendesk, Mooncard. Et je suis en concurrence dans une moindre mesure avec les pure players sur les banques en ligne pour les professionnels. Dans une moindre mesure parce qu'ils sont quasiment tous morts aujourd'hui. Il en reste plus que deux, trois max. Et surtout parce que nous, on va pas se positionner sur du compte bancaire mass market, on va cibler de la belle boîte. C'est vraiment la typologie de client qu'on recherche, qui fait beaucoup de dépenses cartes, et c'est là où il y a un business model qui est intéressant. Et du coup, le business model, c'est quoi? C'est vous gagnez par transaction un coût, vous vendez une licence, enfin, parce qu'en fait, tout ce que tu nous as expliqué, ça génère une valeur énorme pour l'entreprise en termes de Mhm. gains, d'efficacité. Comment vous le monétisez? Aujourd'hui, on a plusieurs sources de revenus. La première, la plus simple à comprendre pour tout le monde, c'est l'abonnement mensuel au compte bancaire. Ça, c'est 30 euros par mois par entreprise, tout compris. Donc là, tu as une première source de revenus. Deuxième source de revenus, c'est quelque chose qui s'appelle l'interchange. Qu'est-ce que c'est l'interchange? Vous utilisez une carte bancaire, on ne devrait pas dire une carte bancaire, on devrait dire une carte de paiement pour être plus précis. Une carte de paiement, que ça soit une Visa ou une Mastercard, à chaque fois que vous allez payer avec cette carte, la banque qui a émis la carte en question reçoit une toute petite commission. Et ça, c'est un vrai business model quand vous commencez à avoir des très gros volumes de dépenses sur l'ensemble de vos cartes. Donc, deuxième modèle, l'interchange. Troisième modèle, on fournit nos solutions en marque grise, en marque blanche et des services financiers à d'autres boîtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une société qui dit, ah, tiens, j'ai des problématiques de remboursement de mes clients dans certains cas. Par exemple, on imagine une assurance qui doit payer des prestations de santé pour ses clients. Bah, elle, on va lui dire, tiens, on va te mettre à disposition une carte de paiement que toi-même tu vas mettre à disposition de tes assurés pour qu'ils puissent payer directement et qu'on rentre pas dans un workflow compliqué de remboursement. Donc tu vois, toi demain tu vas aux États-Unis, tu te casses la jambe, bah plutôt que de payer l'hôpital, ton assureur va te mettre à disposition une carte pour payer l'hôpital et c'est fini. Il a une traçabilité sur la transaction, tu vas justifier, et t'as pas avancé les frais, tout le monde est content. Et donc ça c'est le troisième volet de notre business, c'est vraiment ces services, bah, finalement un peu basses, ces services à valeur ajoutée qui sont très captifs pour notre client parce que notre client lui va rien payer. Le client de notre client, lui, il est ravi. Il se dit, purée, j'ai une solution super innovante. J'ai pas besoin d'attendre 3 semaines qu'on me valide un devis ou pour me faire rembourser. Euh, et tout ça fait partie de finalement notre ADN de départ et qu'on va retrouver dans ce que j'ai fait chez GoProd, Recatch, etc. C'est-à-dire faire une expérience utilisateur enrichie. Alors, pour arriver à cette expérience utilisateur enrichie, comment tu as structuré Manager One? Quelles ont été les grandes étapes du développement? Et est-ce qu'il y a eu des recrutements plus stratégiques que d'autres qui t'ont permis de passer des caps?
Bah, le cœur même de mes recrutements, c'est finalement les gens avec qui je bossais dans mes aventures précédentes. C'est-à-dire quatre personnes clés, le directeur technique, vraiment qui a une vision d'ensemble sur tout ce qui est fait d'un point de vue technique dans la structure, le responsable de l'équipe mobile, qui est aussi développeur mobile, qui a une supervision pour encadrer les équipes et pour le produit. Mon directeur artistique, le fameux qu'on retrouve dans mon GoProd avec qui j'étais il y a 15 ans, qui est toujours là aujourd'hui, qui lui a une super vision sur l'expérience utilisateur et le produit, son ergonomie. Et enfin moi, sur toute la partie développement commercial, business, finance et également produit, parce que je suis le premier utilisateur de ma solution. Et ça, c'est indispensable. Donc on part de ce pilier de quatre personnes, et à partir de ces quatre personnes, eh ben, on a chacun nos équipes et nos scopes de compétences. Et ça, c'est vraiment super important. Après, comment on en arrive où on en est aujourd'hui? Ben, on a surtout écouté les opportunités du marché. On est super ouvert par définition. Euh, Dès que quelqu'un va venir nous parler d'un projet, d'un concept, on va l'écouter. Ça, c'est le point de départ, c'est d'écouter. Et après, ce qui est encore plus important, c'est de savoir faire le tri, parce que si tu dis oui à tout, bah, au final, tu fais pas grand-chose, et surtout, tu vas pas forcément là où il y a de l'argent à aller faire. Donc non, savoir écouter les opportunités et être super héroïste. C'est ce que j'explique à mes équipes et c'est vraiment la culture que j'essaye d'imposer. C'est on va là où ça génère de la valeur. On va pas faire des choses juste pour se faire kiffer. Ça marche pas. C'est super de se dire tiens, je vais aller faire la super fonctionnalité, mais si j'ai un utilisateur et que ça me rapporte rien, ça sert strictement à rien. Donc voilà, ce top fort de départ qui a été super important. Et après, on a été structurer les équipes autour de ces personnes. Et plus récemment, on a mis un petit coup d'accélérateur sur la partie commerciale, ça t'intéresse, en commençant à structurer une équipe commerciale. L'objectif de cette équipe commerciale, c'est d'aller adresser des grands comptes. C'est quelle est la cible aujourd'hui? Principalement, c'est des grands comptes, même si malheureusement c'est très très long à signer, à transformer, à accompagner. Et ça, tu le ressens, hein. C'est pour ça que ça sert à rien aussi d'avoir une armée de 500 personnes dans l'équipe commerciale. Si tu regardes notre écosystème aujourd'hui, toutes les boîtes qui font du paiement, qui avaient des grosses équipes, ont toutes licencié. On est d'accord. Toutes. Nous, on n'a pas licencié parce qu'on essaye d'avoir vraiment les meilleurs des meilleurs. Par contre, quand il faut se séparer des gens parce qu'on considère qu'ils sont pas à la hauteur, on n'hésite pas à le faire. Voilà, il faut savoir être tranchant. Ce que je dis, hein, on est une boîte avant d'être une start-up. On est là pour faire de l'argent, on est là pour payer les salaires, on est là pour avoir des clients. On n'est pas une offre caritative qui se repose sur des levées de fonds. C'est pas notre business model. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Nous, on est fiers de l'avoir dit depuis un moment. On est la seule fintech ou une des seules fintech qui gagnait de l'argent en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Et aujourd'hui, quand tu vois l'état du marché, comment ça s'est retourné, bah, nous, on s'en fiche parce qu'on avait un modèle qui était déjà vertueux et à l'équilibre, et les autres l'ont pas anticipé, alors qu'ils ont des belles boîtes, mais ils n'avaient pas les bons réflexes. Euh, Tu pouvais pas te reposer sur un modèle qui est exclusivement aller chercher des capitaux et advienne que pourra. On est d'accord que tu es très orienté valeur pour tes clients, mais que cette valeur, elle ne te génère avant tout de la valeur pour toi Ah, et de la valeur ça, transactionnelle. bien sûr, ça marche dans les deux sens. Si ton client est content, il va venir faire plus de services et plus de dépenses chez toi. S'il fait plus de services et plus de dépenses chez toi, bah, tu gagnes mieux ta vie. Tu gagnes mieux ta vie, tu génères de la valeur, tu génères du résultat pour tout le monde. Par rapport aux trois business models dont tu nous as parlé, est-ce qu'il y a eu à un moment ou à un autre dans ces business models un client qui vous a forcé à vous réinventer et à passer un cap? On a un client avec qui on a appris plein de choses, clairement, c'est la MACSF. La MACSF, c'est une très grosse boîte, hein, c'est plus d'un million de clients sociétaires. C'est le premier assureur des professionnels de santé sur tout ce qui est RC Pro et dans une moindre mesure habitation, etc. Clairement, on a appris avec eux, on leur a mis à disposition des moyens de paiement. Ils nous ont dit, bah voilà, telle fonctionnalité changerait vraiment la donne, allez là-dessus, etc. Ouais, on a des clients comme ça qui nous font grandir, avec qui on apprend énormément de choses et cette boîte en fait partie.
Et quand on est un émetteur de moyens de paiement, comment on gagne de la enfin, il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là, Mhm. et la chaîne de valeur est parfois complexe. Je pense aux fabricants de cartes, aux fabricants de terminaux, aux Ouais. fabricants de comment on gagne en légitimité pour, être aussi innovant que ce que tu nous as expliqué? Ah, c'est ce que je te disais. Ce qui est important en France, c'est d'avoir une marque. La marque, c'est un gage de confiance. Comment tu deviens un acteur avec un gage de confiance? Bah, c'est le temps. Donc il faut le prendre, construire les choses. Et ce que j'explique à mes commerciaux et ce que je fais avec mes clients, c'est de leur dire, OK, vous me connaissez pas en tant qu'émetteur de cartes. Un émetteur de cartes, bah, c'est quand même important dans la chaîne de valeur de votre boîte. Ça doit être fiable, etc. Testez-nous. Ça vous coûte rien. Testez-nous. Prenez une carte, deux cartes chez nous. Si tout se passe bien, déployez à grande échelle, mais apprenez à nous tester. Et ça, c'est super important. Il faut avoir en France cette culture du test qu'on n'a pas assez. Si on a confiance en notre produit, et c'est le cas chez nous, on n'hésite pas à leur dire testez-nous. Ça vous coûte rien. Prenez une carte, prenez deux cartes, vous allez perdre un peu de temps à faire l'ouverture de compte qui prend allez, 5-10 minutes. Testez la solution. Et ça, c'est vraiment le point de départ et c'est l'élément différenciant. Quand vous avez testé une carte Manager One, derrière, c'est fini. Vous revenez pas en arrière. C'est impossible de reprendre une carte différée dans laquelle vous n'avez pas la notif en temps réel, que vous pouvez pas justifier, etc. C'est impossible. Qui d'ailleurs, du coup, c'est une question qui m'est venue là, au fur en t'écoutant. Qui est le vrai premier utilisateur et le premier décideur de basculer sur Manager One? C'est le dirigeant, c'est le DAF, c'est, Alors, ça va dépendre de la taille de la boîte. Tu as effectivement les deux points d'entrée principaux, ça va être le DG et le DAF, clairement. Mais ça peut venir aussi des DRH qui veulent améliorer des comportements ou des façons de fonctionner. Voilà, mais ça dépend de la taille de la boîte, ça dépend de qui est décideur, ça peut être aussi les directions achats. Donc, c'est très varié, ça dépend des boîtes et ça dépend de leur taille. D'où la difficulté d'aller super vite et de te dire, bah aujourd'hui non, on n'a pas 100% du marché malheureusement. Ça va prendre quelques années, voire quelques dizaines d'années avant de se dire, oui, on a une part de marché conséquente. c'est quoi là, du coup, la part de marché que toi tu vises pour te sentir à l'aise? Alors, franchement, on est un tout petit acteur, malgré qu'on soit un tout petit acteur, on fait plus de dépenses cartes qu'un HSBC en France, pour te donner un ordre d'idée aujourd'hui, sur le segment corporate. Donc on commence à être conséquent sur les volumes de dépenses cartes qu'on fait, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à dépasser le milliard d'euros de volume de dépenses cartes par an. Ça sera déjà un premier palier important dans notre histoire. Aujourd'hui, sans trahir la confidentialité de tes chiffres, t'en es à... On va dire qu'on a fait un peu moins que la moitié du chemin aujourd'hui. D'accord. Tu, toi, ton ambition par rapport à Manager One et par rapport au fait que tu aies déjà réalisé d'autres aventures entrepreneuriales, c'est d'emmener cette société où? Écoute, je peux pas te dire où je vais l'emmener ni comment parce que c'est comme le reste de toute mon aventure, c'est qu'on écoute les opportunités. On a eu trois propositions de rachat qu'on a toutes refusées. Peut-être qu'on acceptera la quatrième, peut-être qu'on la refusera, peut-être qu'on sera là dans 10 ans, peut-être qu'on sera fait absorber, peut-être que je transmettrai cette boîte à mes enfants, peut-être pas, j'en sais rien. Euh, j'ai- voilà, il faut pas être bourré de certitudes, faut être à l'écoute. Faut être à l'écoute aussi bien de ses clients que le marché, que de l'écosystème, que des opportunités. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais vivre, par exemple? Est-ce que tu aimerais vivre, toi, le fait de racheter des boîtes pour consolider le marché? Ah, moi j'ai essayé. D'accord? J'ai essayé là de racheter. J'en suis déjà à trois tentatives de rachat. Aucune n'a été au bout. Euh, c'est très compliqué de racheter des structures. Bah, la dernière en date, je me suis porté acquéreur d'une boîte et le vendeur s'est finalement rétracté. Il a dit D'accord? finalement je vends plus, ça va être trop compliqué, je vais pas savoir sortir ce business de ma boîte. En gros, une banque qui vendait une entité et qui a abandonné. Voilà. Donc, et après, tu as des dossiers que tu regardes, tu lèves le capot, tu dis mais il y a rien. La base client est nulle, le chiffre est nul, et t'en veux une tonne, mais accroche-toi, va trouver un autre gogo. Moi, j'ai été faire mon chiffre d'affaires euro après euro. Je vais pas m'amuser à aller cramer tout ce que j'ai construit pour acheter une coquille vide.
Donc, tu as ça aussi. Il faut savoir bien arbitrer sur ces opérations. Toi, du coup, aujourd'hui, en plus, donc tu es papa, tu as déjà 3 enfants. Ouais. Hem, Comment, tu, répartis ton temps entre ta vie perso et ta vie pro? Sachant qu'en plus, tu as dans la cité plusieurs engagements. Je t'ai vu, candidat en 2022, suppléant en 2024. Ouais, alors attention, c'est pas, il n'y a aucun engagement derrière, hein, c'est une candidature. Ouais, Mais mais enfin, si tu étais allé au bout, c'était des sacrés ouais, engagements. ouais, mais bon, en politique, on en revient toujours finalement aux mêmes choses, hein. Même en politique, c'est encore une fois, si t'as pas la marque derrière, en l'occurrence la marque gauche, droite, milieu, bah, ça marche pas. La réalité, c'est que ce gage de confiance, c'est toujours important et dans tous les milieux. Tu vois, j'avais mis lors de ma première campagne, j'avais mis mon numéro de téléphone sur les affiches. Les gens m'appelaient et la première question qu'ils me posaient, c'est vous êtes de quel parti? Tu vois, mais on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est les idées, ce qu'on défend. Non, 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 je veux savoir de quel parti vous êtes. Et quand, en fait, la première question qu'on te pose, c'est ça, tu comprends tout en politique, c'est que très vite, il faut aller dans une case pour rassurer les gens. Les gens ont besoin d'être rassurés. Donc sur la politique, c'est simple, ça me prend 0 seconde. Vu que j'ai pas été élu, et tant mieux. Euh, et comment ça fonctionne à peu près ma journée? J'essaye de commencer très tôt et de finir assez tôt pour m'occuper de mes enfants. Tu vois, parmi mes impératifs de la journée, c'est faire les devoirs avec la plus grande. Tant que j'arrive à faire les devoirs avec elle, c'est bien, il faut en profiter. Elle a quel âge? Elle a 7 ans, donc tout va bien jusque-là. Mais ça fait partie des choses importantes et c'est super structurant pour les enfants. Euh, je m'en suis rendu compte il y a 2 ans. Finalement, je construis, tout le travail que je réalise, c'est un peu pour eux. Mais j'ai pas envie de passer à côté de ces moments clés. Donc voilà, j'essaye d'aller les toper à l'école 1 à 2 fois par semaine, de faire quasiment tous les soirs les devoirs. Et quand j'arrive pas à les faire, j'anticipe parce qu'en plus cette année c'est super, elle a les devoirs pour toute la semaine, d'anticiper au maximum, mais de leur consacrer un maximum de temps. Le week-end c'est 100% mes mômes. Je travaille pas. Je vais peut-être faire un déj ou un rencard dans le week-end, mais c'est le bout du monde. J'essaie de surtout pas travailler le week-end et d'être 100% là pour eux. Et en plus, là, j'aide ma femme parce qu'elle est en train de monter un centre médical. Et ça fait partie des derniers gros bébés, parce qu'il y a plusieurs gros bébés pour cette année, de l'aider dans cette aventure entrepreneuriale, parce que les médecins sont pas des entrepreneurs. Et j'essaye d'apporter ma petite touche là-dedans. Donc voilà, j'ai un fonctionnement, j'essaye qu'il soit le plus simple possible, c'est-à-dire bosser, de minimiser au maximum les réunions pour pouvoir bosser sur des choses efficaces et essentielles, de pas perdre du temps sur des trucs sans intérêt. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus clé pour un entrepreneur, parce que s'il commence à faire tout et n'importe quoi, aller dans tous les sens, bah, il fait rien. Alors que moi, j'essaie d'être quand même super dans le concret, d'être au contact de mes équipes, de tester à fond le produit, d'être toujours sur le produit à fond et de trancher rapidement. Voilà. Mais de finir mes journées le plus tôt possible pour être avec mes gosses, ça c'est vraiment le plus important. Il y a des, alors ça me fait penser à deux questions. La première du coup, c'est que j'imagine que tu as mis en place un schéma de délégation, hyper, structuré dans Manager One. Ouais. Est-ce qu'il y a des recettes, spécifiques que tu as vues Bah, il y a fonctionner? une recette clé, c'est de faire confiance aux gens. Tu leur confies un sujet, tu considères qu'il va être traité et qu'il va être bien traité. Si tu commences à faire du micromanagement et être derrière tout le monde, tu t'en sors pas. Toi, tu dois être là juste quand il y a des gros arbitrages à faire ou des grandes décisions. Et après, tu dois confier la tâche. Là, j'ai confié la tâche, une des tâches clés de la boîte à quelqu'un. Pendant 6 mois, je l'ai pas sollicité. Ça venait uniquement de lui. Et je l'ai laissé travailler. Il faut laisser travailler les gens. Il faut leur faire confiance. Donc ça, c'est vraiment. Et d'ailleurs, ça, c'est une des trucs les plus pertinents que j'ai appris d'un Xavier Niel. C'est qu'il faut s'entourer de personnes plus compétentes que soi, plus intelligentes idéalement, qui vont mieux faire les choses que toi. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base du recrutement. Faut, tu vois, et ça, c'est quand tu es dans une boîte comme nous, c'est clé.
quand tu rentres dans des boîtes plus grandes, bah, les gens ont tendance à prendre des gens moins bons en dessous parce qu'ils sont un peu en mode je vais protéger mon poste. Et ça, c'est le mauvais pari et c'est comme ça que tu commences à flinguer des boîtes. Comment, du coup, c'est quoi les principaux enseignements justement que tu as appris auprès de Xavier Niel? Je t'ai dit, ça c'est numéro un, c'est s'entourer des meilleurs. Ça, c'est la base de la base. Numéro 2, être super accessible. Tu trouveras jamais quelqu'un de plus accessible que lui. Ça n'existe pas. Le mec va répondre à tout le monde, n'importe qui, à n'importe quelle heure. Vraiment. Il est non-stop joignable. Et être super ouvert d'esprit. Il est d'une curiosité incroyable. Ah, si j'en ai un quatrième. Et le numéro 4, c'est quand même veiller aux finances de ta boîte. Qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec le cash de la boîte. Moi, ça m'est arrivé de le croiser, de faire des meetings avec lui et il était en train d'éplucher des docs pour voir les différents achats et des trucs comme ça. C'est super clé. Et encore une fois, je le vois aujourd'hui. Quand tu as une boîte, tu vas pas dépenser ton argent n'importe comment. On est sursollicité par des conneries de tiens, viens sponsoriser mon truc, viens sponsoriser mon émission télé, viens faire une pub dans mon catalogue. Mais en fait, si tu dis oui à tout ça, en 6 mois, t'as plus de cash. Ok, tu t'es fait kiffer, tu as eu une pleine page dans un canard que personne ne lit, mais ça sert à rien. C'est pas ça qui va faire tourner ta boîte. Donc, faut être super rigoureux sur la gestion du cash dans une boîte. Et ça, c'est peut-être le truc le plus important. Et après, par rapport à tes associés actuels, comment vous vous êtes, donc tu nous as expliqué le rôle de chacun, mais du coup, dans la gouvernance de l'entreprise, tu as parlé de la banque Wormser, c'est un de vos actionnaires. Vous avez peut-être d'autres actionnaires externes. Comment ça se passe? Alors, j'ai des actionnaires qui viennent pas trop me challenger, honnêtement. Je vais plutôt, moi, venir les challenger, les solliciter pour avoir des retours. D'accord. Euh, Ça, c'est l'intérêt d'avoir des business angels plutôt que des fonds. Ils sont en général pas super pénibles, mais en même temps, ils n'ont pas mis les mêmes montants ou les mêmes problématiques de cash et de retour sur investissement. Bien évidemment, ils sont là pour faire un multiple, mais ils n'ont pas un impératif de fonds qui se close à telle échéance. Donc moi, je suis très dans la demande. J'essaye de les challenger, de les solliciter pour qu'ils m'aident, pour qu'ils m'ouvrent des portes, etc. Mais c'est un post que j'ai fait il y a pas très longtemps sur LinkedIn. Quand vous faites rentrer des actionnaires, ne vous attendez pas à ce qu'ils soient dévoués corps et âme à votre business. Ils ont leur propre vie, leur propre activité, voilà. Mais j'essaie quand même de les solliciter un maximum parce qu'il y en a qui ont de l'expérience, qui ont les bons feedbacks, etc. Voilà. Donc non, on n'a pas trop de pression. On a nos 4 fondateurs en question que j'ai cités tout à l'heure. On se réunit et là on échange mensuellement sur toutes les orientations stratégiques de la boîte. On essaie d'arbitrer, de voir ce qui va pas. Mais de la même façon que le fonctionnement de la boîte, on essaye d'être simple, d'être agile, d'être souple. Si tu rentres dans des lourdeurs de fonctionnement de tous les côtés, t'es mort. Ça a été quoi du coup, ton plus gros moment de doute par rapport au fonctionnement de Manager One? Franchement, j'ai jamais eu de doute depuis la création à aujourd'hui. Je me suis jamais dit ça c'est pas bon, nanana. Euh, et je vais te dire un truc qui me semble juste très vrai. La seule chose qui est pire que faire une erreur, c'est rien faire. On est d'accord. Voilà. Donc, vaut mieux faire des choses, aller dans la mauvaise direction, rebondir, pivoter. Bien évidemment, on a fait plein de trucs qui servent à rien. On a fait plein de développements qui ont été mis à la poubelle au démarrage. Aujourd'hui, c'est moins vrai. On a cette expérience où à chaque fois qu'on fait un truc, on sait que ça va aller au bout. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour être déployé à grande échelle, mais on sait que ça va aller au bout. Euh, mais on n'a jamais douté parce que on savait qu'on avait un bon produit, on sait qu'on a un bon produit, on a des clients, on a des utilisateurs, on a beaucoup d'utilisateurs et tous les feedbacks sont bons. Déployer, par contre, tu vois, c'est long. Aller conquérir l'ensemble des clients, ça prend du temps. Et je pense que c'est valable dans tous les business. À moins d'être un réseau social type Instagram, c'est gratuit, tu viens balancer tes photos ou ouvrir ton compte. Bah, les boîtes, elles sont longues à dégainer sur l'ouverture de nouveaux services et nouveaux produits. Ça, c'est une réalité. Et ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont rien compris. Ça prend du temps. Faire une belle boîte, ça prend du temps. Donc, j'ai pas eu de doute, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérience
Beaucoup de pivots, beaucoup d'écoute de marché, mais rarement de doute, voire jamais de doute. Et à titre perso, c'est quoi la plus grosse erreur que tu aies faite en tant que manager, qu'avec l'expérience, tu referais pas? Bah, de toute façon, c'est simple, hein, c'est des mauvais recrutements. Et pas, un mauvais recrutement, c'est l'enfer parce que tu perds énormément de temps avec cette personne, ça te coûte énormément d'argent. Après, il faut s'en séparer. Donc, on en revient finalement aux fondamentaux, c'est de s'entourer le mieux possible. Donc, ma plus grosse erreur, clairement, ça a été sur des recrutements qui n'étaient pas bons. Certains, voire, qui ont pu ralentir la boîte à un moment ou à un autre. Mais de la même façon, il faut savoir rebondir, s'en séparer rapidement et passer à autre chose. Et toutes ces années d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'elles t'ont le plus appris sur toi, en fait, aujourd'hui? Déjà, pas appris, mais m'ont fait vachement évoluer. Je pense que le Adrien d'il y a 10 piges a été beaucoup plus impulsif. Euh, alors qu'aujourd'hui, je suis vachement plus réfléchi. Mais il y a aussi peut-être les enfants. T'apprends à être beaucoup plus calme avec des enfants. Ça, c'est clé. L'expérience t'amène aussi à faire des choix plus pertinents, clairement. Euh, Tu sais ce qu'il faut faire, ne pas faire. Comme je te le disais, il y a 10 piges, tu reçois un mail, on te dit, tiens, je vais t'inviter sur BFM. Aujourd'hui, tu reçois un mec qui dit tiens, je vais t'inviter sur BFM, tu vas répondre c'est du sponsor, c'est pas du sponsor, on perd pas de temps. J'ai gagné 1 heure de ma vie en 2 secondes. Voilà. Donc tu apprends. Finalement, tout ça te fait apprendre. Toutes tes expériences, tout le recul te font gagner du temps. J'en reviens toujours aux mêmes choses. C'est le temps. Le truc qui a le plus de valeur dans une vie, c'est le temps. Il faut savoir l'utiliser intelligemment. Je suis d'accord, on n'achète pas le temps, moi, c'est quelque chose que je dis toujours. Ouais. On va basculer dans la fin de cet entretien et on va passer sur le petit quiz improbable qui est Ouais. certaines questions peuvent être un peu déroutantes. Je te préviens à l'avance. Pas de problème. Avant de basculer dans ce quiz, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, écoute, je crois qu'on a fait pas mal le tour, hein, et c'est bien. Ça donne un bel aperçu de l'activité de manager. Je sais pas si vous entendez du bruit. Je suis désolé, mais je suis sur le chantier du centre médical de ma femme. Et il y a quelqu'un qui est en train de refaire un sol. Donc, excusez-moi si il y a un peu de bruit. On voit que tu es un entrepreneur impliqué dans les différents domaines. Première question improbable, t'es plutôt thé ou café? Je suis thé. Je ne bois pas de café, mais pas du tout. T'as jamais bu de café ou Jamais c'est... bu de café de ma vie. Et je n'aime pas ça. Et en plus, je viens d'apprendre que le thé était bon pour le cholestérol. Donc, je suis encore plus thé qu'avant. Alors, voilà mon thé que je viens de boire juste avant notre entretien. Si Manager One pouvait parler, quel serait son mot préféré? Euh, Expérience. Si tu pouvais embaucher un super-héros en co-CEO avec toi, qui choisirais-tu et pourquoi? Attends, un super quoi? Un super-héros. Ah, un super héros. Je sais pas lequel lit dans les pensées. Ça doit Je être un suis, X-Men. je suis très Professeur mauvais. Xavier. Moi, je prends Professeur Xavier. D'accord. Professeur Xavier pour savoir comment bien répondre aux appels d'offres, ce qui est attendu, savoir où mettre le curseur sur le prix et le produit. Ok. Si Manager One était une saveur de glace, quel serait le parfum? La stracciatella. Parce que c'est complexe et bon à la fois. Parce que c'est pas le consensus absolu, parce que ça a sa propre façon de faire, voilà. Si Manager One était une chanson, ce serait quelle chanson? Manager One était une chanson. Oh là là, je suis pas très musique. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, T'as t'as le droit à un raison, hein. indice. C'est vraiment un quiz improbable. Ouais, Joker, allez. Non, Eh, si, si, c'est bon, je sais. Harder, better, faster. Voilà. Ah, très bonne musique. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Si mes concurrents étaient des personnages de dessin animé, ça c'est marrant. Écoute, j'en ai pas mal qui n'existent plus, donc pas facile, hein, pas facile. Un Joker sur celle-là. Allez. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas d'affaires? Euh,
C'était pas pendant un repas d'affaires, on va dévier, mais ça m'a marqué et ça me marquera toute ma vie. C'était quand j'étais plus jeune, au lycée, je crois, de la Cervelle. Et ça, c'était très bizarre. Si tu devais créer une mascotte pour Manager One, elle ressemblerait à quoi? Manager One, forcément, ça a un connoté un peu sport. Je pense que ma mascotte, ça serait un sportif ou une équipe de foot, un truc, voilà, dans ce thème. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Mais j'adorerais revenir dans les années 2000, parce que je pense que j'aurais fait 100 fois plus de trucs dès 2000, dans le paiement, dans le net, etc. Donc, tu vois, je suis à 10 ans près, j'étais pas mal. Je suis la deuxième génération du net, mais je pense que la première, c'était vachement fun. T'es plutôt McDo ou t'es plutôt gastro? Je suis les deux. Je suis les deux. J'adore les gastro et je sais de temps en temps me faire un McDo avec les enfants. T'es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Je suis les deux aussi. J'adore débuter ma semaine et j'adore arriver au week-end pour être avec mes enfants et me reposer un peu. Donc, je suis plutôt du lundi matin au dimanche soir. Avant-dernière question, t'es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Je suis, J'aime les deux. Je trouve que les deux ont été brillants à leur façon. Un qui est ultra visionnaire, ultra euh, clivant, disruptif, et l'autre qui est vachement dans la construction, les choix judicieux, euh, les acquisitions smart, la pérennité, la solidité. J'aime les deux. Je trouve que les deux sont brillants. Quel est l'objet le plus étrange que tu as dans ton bureau? L'objet le plus étrange que j'ai dans mon bureau, j'ai plein de petits jouets que me rapportait mon directeur artistique à chaque fois qu'il allait dans un pays. Il me ramenait un peu tout et n'importe quoi. Donc ça va du petit Colisée à la boule de neige, à la planche de surf. J'ai tout plein d'objets qui ne veulent rien dire sur mon bureau. Voilà. Écoute Adrien, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu pourrais nous mettre en relation pour l'inviter à venir passer une heure avec nous? Ah bah plein. Qu'est-ce que tu veux comme profil? Du chef Des d'entreprise, chefs du... d'entreprise qui ont une aventure entrepreneuriale, qui sont prêtes à partager des succès, des échecs. Voilà. Tu pourrais proposer, moi j'ai un très bon ami qui est aussi Utilise Manager One, qui s'appelle Quentin Roumet, qui a été racheté par Tikeo Capital, qui a une boîte de crowdfunding immobilier qui s'appelle Hominity. Donc c'est particulièrement intéressant de savoir comment ils ont été chercher tous les fonds finalement pour financer les promoteurs et comment il vit actuellement cette période assez riche et intéressante dans le monde de l'immobilier. Parce que là, on a eu ces bulles énormes avec des taux très faibles, on a eu des taux super élevés, donc forcément des financements plus chers et qui se sont raréfiés. Enfin, voilà, vraiment très intéressant. Ben, je vais te laisser faire la mise en relation. Et Avec grand plaisir. dernière petite question, si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir à toi? Par WhatsApp, je réponds facilement à tous les messages WhatsApp et j'adore donner mon numéro de téléphone, tu sais, un peu comme le faisaient Decaune et Garcia. Moi, je le donne aussi volontiers, donc vous pouvez me joindre au 06 85 09 77 16. Et c'est un super moyen de voir ceux qui arrivent jusqu'au bout, tu vois, au moins tu reçois un petit Voilà. message. Ben, écoute, on va souhaiter que beaucoup d'auditeurs te contactent, que Avec ce soit plaisir. pour te dire merci pour le temps que tu nous as consacré ou tout simplement pour te poser des questions. Adrien, Carrément. merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, merci.